5e essai nucléaire français dans le Pacifique, cortège de protestations un peu partout dans le monde. La France réaffirme sa position. Des contrôles techniques renforcés pour les voitures à partir du 1er janvier. La chute d'un des derniers bastions de grévistes au centre de tri de Caen et des inondations spectaculaires en Bosnie. Voilà les titres auxquels s'ajoutent les 100 ans du cinéma. Il y a 100 ans, jour pour jour, les frères Lumière donnaient leur premier tour de manivelle en public dans un café de Paris. On y voyait ces images. Eux-mêmes, paraît-il, ne croyaient pas à cette invention qui devait donner naissance au 7e art. Nous y reviendrons longuement à la fin de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Et pour commencer, une très belle histoire, touchante et cocasse à la fois. L'histoire de Lacoste, sauvé des eaux en 84, ou plutôt arraché aux égouts de Paris et emmené en cure à Vannes. Depuis, Lacoste s'est parfaitement remis, trop peut-être, puisqu'il se trouve maintenant à l'Étroit dans son vivarium, car Lacoste est un crocodile, étonnant, non? Jacques Deveau et Michel Hiver. Lacoste n'est pas un crocodile ordinaire. Il a été capturé en 84 dans les égouts de Paris, sans que l'on sache vraiment comment il était arrivé là. 10 ans après, le saurien est en pleine forme à l'aquarium de Vannes. Le vivarium est même devenu trop petit pour ses 1,60 m. Mais pour son déménagement, le crocodile Dundee local n'est pas très rassuré. C'est la première fois que je déplace le crocodile comme ça. On a déjà tenté l'opération de le déplacer, mais dans son propre bac. Le retirer carrément est une opération nouvelle pour nous. C'est un animal où il faut bien connaître la masse, c'est un gros reptile finalement, et l'anesthésie est très délicate. Donc la méthode la plus facile va être de lui attacher le bec, et puis de l'emmener comme ça à bras d'homme, quoi. Plus facile à dire qu'à faire. Même s'il a été bien gavé, le crocodile reste nerveux. Et il faudra une vingtaine de minutes avant de réussir à passer le lasso. Le sortir de l'eau n'est alors qu'un jeu d'enfant. Le crocodile a reconnu sa défaite. La tête emmaillotée dans une couverture, c'est sur une civière que le saurien va rejoindre sa nouvelle demeure. Il n'a pas réagi comme on s'y attendait, il ne s'est pas roulé sur lui-même pour s'emmêler dans le lasso. Donc à partir du moment que l'animal n'a pas le comportement qu'on avait prévu, mais ça c'est à force de nous fréquenter, il sait comment on réagit. Du coup il donnait des coups de tête, on ne pouvait pas l'attacher correctement. Votre inquiétude a disparu au fil du temps ou... Ah non, j'aime toujours aussi peu ces sauriens-là. Mal aimé ou pas, Lacoste a désormais un espace en rapport à ses proportions. Dans quelques temps, il devrait même accueillir des congénères. C'est la ruée sur les centres de contrôle technique, rien à voir avec les fêtes de fin d'année, mais à partir du 1er janvier, ces contrôles sur les voitures seront renforcés. Ils seront à la fois plus fréquents et plus exigeants. Alors tout est bon pour obtenir la sacro-sainte vignette avant l'échéance. Exemple dans un centre de la Madeleine près de Lille, Anne Mourgue et Jean-Christophe Raxi. Pour cette semaine? Non, je suis désolée, monsieur. Nous sommes complets. Au revoir, monsieur. Vous devez refuser beaucoup de monde? Ah oui, énormément. Je crois que sur la journée d'hier, j'en ai refusé une bonne centaine et c'est reparti pour autant aujourd'hui. Dans ce centre de contrôle technique, c'est la cadence infernale. D'habitude, 20 voitures vérifiées chaque jour, 3 fois plus en ce moment. Les automobilistes se précipitent, tout faire pour avoir le fameux tampon avant le 1er janvier. Le contrôle technique était valable 3 ans, il va passer à 2 ans à partir du 1er janvier. Si je le fais avant le 1er janvier, je bénéficie encore de l'ancienne législation, donc de 3 ans. C'est la vache à lait, la voiture. Je ne sais pas ce qu'ils vont encore trouver l'année prochaine. Peut-être un fer qui va pendre va remplacer la voiture. Changer de voiture, peut-être pas. Mettre la main au portefeuille, sûrement. La facture chez le garagiste va singulièrement grimper. Ce véhicule a été contrôlé aujourd'hui, seuls les freins sont à changer, 1500 francs. Et si elle avait fait le contrôle en 96, combien ça aurait coûté? Alors nous avons l'opacité des fumées, nous avons le pare-brise et tout, bon bah, ça montera à plus de 6000 francs. Déjà, les petits garagistes se frottent les mains, ils savent que bientôt, ils pourraient tourner plein pot. Alors voyons maintenant dans le détail avec Luc Bazizin et Nathalie Gallet ce qui va changer. Sur une route en mauvais état, voici l'ambiance à bord d'une voiture dont les amortisseurs sont usés à 50%. En France, un véhicule sur 3 roule avec des suspensions défectueuses. Et voilà ce que cela donne en courbe ou en cas de freinage d'urgence. À partir du 1er janvier, le contrôle technique va s'y intéresser de plus près.
Il y aura obligation de réparer 16 nouveaux points en cas de défaillance. Les suspensions et les essieux, la direction et les roues, les parties saillantes de la carrosserie comme le pare-choc susceptible de blesser un tiers, les équipements de sécurité du type ceinture, rétroviseur ou pare-brise et enfin, grande nouveauté, la pollution des voitures diesel. Pour les véhicules diesel, nous allons donc contrôler l'opacimétrie, donc la pollution des véhicules diesel. Ça va augmenter donc le temps de contrôle, donc le prix du contrôle va changer. Le nouveau tarif, encore inconnu, tiendra donc compte du quart d'heure supplémentaire nécessaire pour contrôler les véhicules diesel. Pour lutter contre la pollution, un effort sera également demandé aux constructeurs. Les constructeurs ont déjà l'obligation pour les nouveaux modèles à partir du 1er janvier prochain de diminuer de 50% la pollution pour les véhicules diesel et d'ailleurs de 30% pour les véhicules classiques. En ce qui concerne l'ensemble des véhicules neufs, cette obligation sera étendue au 1er janvier 1997. Et bien entendu, la mise en place de pots catalytiques est une de ces mesures pour les véhicules diesel pour lesquels n'existe pas jusqu'alors. De plus, la première visite devra se faire avant le 4e anniversaire de la voiture, mais elle devra être renouvelée tous les 2 ans au lieu de tous les 3 ans actuellement. Aujourd'hui, dans 17% des cas d'accidents graves, l'état du véhicule est en cause. Ces nouvelles obligations de réparer vont donc rendre indispensable la remise en état du parc automobile français, des réparations qui infligeront également beaucoup plus de dépenses chez le garagiste. L'un des derniers bastions des grévistes est tombé, c'était le centre de tri de Caen. Ils étaient 12 cette nuit à l'occuper quand une centaine de CRS est arrivée. L'évacuation s'est faite sans heurts. La direction de la Poste, qui regrette d'en être arrivée là, affirme qu'elle a dû s'y résoudre pour récupérer 600 000 objets en souffrance depuis un mois. Florence Duprat. Postiers, cheminots, mais aussi enseignants, ils sont près de 300 manifestants cet après-midi rassemblés devant la préfecture du Calvados pour protester contre l'évacuation du centre de tri postal de Caen. C'est vers 2 h du matin que les forces de l'ordre interviennent pour déloger les derniers irréductibles. Les 12 grévistes qui occupent le centre de tri depuis un mois quittent les lieux dans le calme sans opposer de résistance. Une dizaine de camions affrétés par la Poste chargent ensuite les 600 000 plis et paquets bloqués ici depuis le début de la grève. Réaction immédiate des syndicats qui appellent à la riposte. Vous avez pris un gros risque au niveau de l'exploitant, c'est pas vous personnellement, mais c'est l'exploitant qui a pris un gros risque. Et maintenant, il va falloir en mesurer les conséquences pour l'avenir immédiat et pour le futur. Pourtant, ils ne sont pas pris par surprise. La menace d'une expulsion plane depuis le 22 décembre dernier sous la forme de cette ordonnance du tribunal de grande instance de Caen. Hier, la direction et les syndicats se réunissaient une nouvelle fois pour tenter de trouver un terrain d'entente. En vain, la direction choisit alors d'employer la manière forte, au risque peut-être d'envenimer le conflit. Et toujours sur le front des grèves, sachez que le dialogue entre les traminots de Marseille et le médiateur a été renoué aujourd'hui. Rendez-vous a été pris pour demain 11 h. À Marseille, la grève des transports en commun est entrée aujourd'hui dans sa 4e semaine. Et puis un mot de Louis Vianney, le secrétaire général de la CGT à François. En conjuguant, comme il le fait, facture sociale et fracture sociale, le gouvernement, dit Louis Vianney, crée les conditions d'un millésime 96 animé. Le fabricant de bateaux Beneteau absorbe son rival de toujours, Jeannot. C'est l'arbitrage rendu par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, et ce à la surprise générale des 650 employés de Jeannot. Yannick Le Tranchant. Le suspense s'est donc transformé en surprise. Beneteau reprend Jeannot. Beneteau rachète aujourd'hui son grand rival d'hier, son ennemi juré. Le tribunal de commerce en a décidé ainsi 2 mois après le dépôt de bilan des chantiers Jeannot. Et Beneteau entend bien conforter sa place de leader mondial de la voile. Tout le monde avait besoin de paix. C'était devenu vraiment agaçant, cette confrontation entre les entreprises, surtout dans une époque où les marchés sont mondiaux, où la concurrence est mondiale. Et quelque part, c'était du gaspillage. Donc je pense qu'il faut arrêter ça. Donc ça me donne beaucoup de plaisir. C'est promis, l'activité chantier de Jeannot sera maintenue. 45 emplois sur 650 devraient cependant être supprimés. Solution plutôt acceptable pour les syndicats. Si ils appliquent bien le plan prévu, que chaque constructeur garde son identité, ses bateaux, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas travailler avec eux. Il va falloir réfléchir à une stratégie syndicale commune entre nos syndicats CGT de chez Beneteau et nous-mêmes pour défendre l'entreprise, les acquis sociaux et le réseau commercial. Beneteau, Jeannot, les frères ennemis ne font plus qu'un. La concurrence franco-française est terminée. L'ennemi n'est plus qu'américain.
On les rencontre parfois dans l'escalier, ou en tout cas, si on ne les voit pas, c'est qu'elles y sont. Elles, ce sont les gardiennes d'immeubles, dévouées, serviables et bien sûr discrètes, comme chacun sait. Pour elles, c'est le temps des étrennes, et pour vous, le temps d'y penser. Jean-Paul Chapelle et Roger Mathurin. Certaines concierges décorent le sapin de Noël de l'immeuble pour suggérer habilement que le temps est venu d'une petite enveloppe. Mais d'autres réclament ouvertement leurs étrennes. Alors soyez généreux. On vous a rien donné pour l'instant. Il y a quelques-uns qui partaient, ils m'ont donné, mais sinon le reste, non, j'attends toujours. D'autres prennent de haut cette menue monnaie. Et j'ai un 13e mois. C'est pour ça que bon, les étrennes, on s'en fout un peu, quoi. Ils veulent donner, ils donnent, ils veulent pas donner, on s'en fout, ouais. En tout cas, la question se pose à chacun, donner ou pas, pour les concierges, mais aussi pour les facteurs. C'est plutôt symbolique parce que le calendrier, j'en fais pas particulièrement la collection. Je sais que je donnerais à mon facteur, mais pas dans n'importe quel facteur qui m'accosterait dans la rue. Ils ont eu soin de penser avant les grèves. Oui, vous avez donné avant. Oui. Et sinon? Oh, j'aurais donné quand même. Ouais, disons que ça fait partie peut-être de la tradition, certainement, des gens de ma génération. Pourquoi vous donnez? Pourquoi? Oui. Parce qu'il faut toujours être bien avec son postier, je sais pas, non, pour être cool comme ça en fin d'année, quoi. Il y a le calendrier des pompiers qui passe, il y a les ramoneurs qui passent, il y a la concierge. En principe, on lui donne des étrennes. Une concierge, c'est important, une gardienne d'immeuble, ça rend énormément de services. Les éboueurs? Oui, je peux pas donner à tout le monde, vous voulez aussi que je vous donne mes étrennes? Et puisqu'on en est aux bonnes nouvelles, sachez que la plupart des marques de cigarettes vont augmenter le 8 janvier, une hausse moyenne de l'ordre de 4%. La France a procédé la nuit dernière à son dernier essai nucléaire de l'année, l'avant-dernier de la série. Un essai somme toute modeste pour les militaires puisqu'il ne fait que 30 kilotonnes, mais un essai qui provoque son cortège habituel de protestations un peu partout dans le monde. En Allemagne, une organisation de défense de l'environnement en appelle même au boycott du champagne français pour les fêtes. Thierry Tuillier. 2, 1... Ce frémissement à la surface du lagon, c'est l'onde de choc du 5e essai français de l'année. Une opération filmée par l'armée et qui, à Mururoa, est presque devenue une routine. D'ailleurs, le communiqué du ministère de la Défense est aussi lapidaire que les précédents. L'expérimentation, nous apprend-on, a dégagé une énergie de 30 kilotonnes. Il est destiné à la mise au point de la simulation. Fin de citation. Mais invariablement, quelle que soit la puissance de l'essai, l'ambassade de France devient, à l'espace d'un jour dans le monde entier, le point de rassemblement préféré des antinucléaires. Ici au Japon, là en Italie, ils ne sont qu'une poignée, mais leur protestation prend toujours un tour symbolique ou folklorique, c'est selon. En Australie ou en Nouvelle-Zélande, c'est nettement plus sérieux. Comme à chaque fois, les diplomates français sont attendus de pied ferme par la presse locale, qui se livre au concours de la question la plus ironique. Monsieur le chargé d'affaires, est-ce donc là ce que représente l'esprit de Noël pour la France? Cela n'a rien à voir. La France a choisi cette date pour des raisons spécifiques. C'est arrivé aujourd'hui, cela aurait pu arriver hier ou demain. Tous convoqués dans les chancelleries, les représentants de la France ont essuyé à nouveau la colère japonaise, australienne et néo-zélandaise qui fustigent l'arrogance française. Pendant ce temps-là, à Mururoa, tout est redevenu calme. On se prépare déjà au prochain essai. À l'étranger, la région de Mostar en Bosnie connaît des inondations spectaculaires. 600 personnes ont dû être évacuées, dont des légionnaires français. Leur camp a été envahi par les eaux. Philippe Rochaud. Les légionnaires du 2e REP ont retrouvé ce matin leur camion emporté dans le lit des torrents, les routes ravinées, les tentes inondées. L'eau de la Neretva, qui a monté d'un seul coup de 2 mètres, a fait un mort, un policier italien de l'Union européenne. Mais la Légion, elle, s'en tire à bon compte. Tout le monde a fait son travail, le personnel est sain et sauf, avec les armes et le matériel. Hier soir, 60 légionnaires ont dû être évacués par hélicoptère. La neige, qui a fondu très rapidement en altitude à cause d'un changement brusque de température, a subitement grossi les eaux de la Neretva qui arrose Mostar, mais surtout des barrages ont déjà cédé et 600 habitants ont été évacués dans la nuit.
Si celui-ci venait à craquer, une vague de 10 mètres de haut envahirait cette cité de 120 000 habitants. L'état d'alerte a été déclenché à Mostar. Croates et musulmans qui se sont battus ici contre les Serbes luttent à présent ensemble contre les inondations pour que la force de paix puisse enfin s'installer. Les intempéries, c'est la principale et quasiment la seule difficulté que rencontrent les militaires de l'IFOR au cours de leur déploiement en Bosnie. Côté serbe, le général Mladic invite ses concitoyens à faire preuve d'amour, de sagesse et d'assiduité au travail. Le même général Mladic qui a retenu 2 pilotes français en otage. Le ministère de la Défense a confirmé hier qu'ils avaient été maltraités au cours de leur détention. Ce soir, on apprend qu'ils n'étaient pas les seuls. Avant eux, les casques bleus retenus par les hommes du général Mladic avaient également subi des sévices. François Cornet. Une image qui a scandalisé la France. Des casques bleus qui se livrent aux Serbes. Nous sommes en mai dernier à Sarajevo. Ils seront plus de 400 de toutes nationalités à subir le même sort. Information tenue secrète jusqu'à maintenant, certains de ces otages, particulièrement des Français, auraient subi des sévices, tortures, injures et simulacres d'exécution de la part des hommes du général Mladic. Les Serbes se seraient particulièrement acharnés sur un lieutenant français, chef de poste du pont de Verbania, et sur un jeune soldat d'origine antillaise persuadé qu'il était musulman. Contraint de revêtir un uniforme serbe, après avoir déposé les armes, le lieutenant français aurait été exposé en plein milieu de la ligne de front aux tireurs embusqués bosniaques qui, fort heureusement, s'étaient aperçus du stratagème. Les 2 pilotes du Mirage 2000, abattus le 30 août au-dessus de la Bosnie et libérés le 12 décembre, ne sont donc pas les seuls, on le sait maintenant, à avoir été victimes de mauvais traitements de la part de leur geôlier. Alors pourquoi ce silence? Je crois que le ministère de la Défense a toujours dénoncé les mauvais traitements et que si le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Défense ont pris une position extrêmement claire au moment d'affaire de Verbania, c'est que nous ne voulions pas que les soldats français soient maltraités, déshonorés et humiliés. Les bons mots de Mladic durant la libération des pilotes le 12 décembre. Mladic, toujours lui, chef des geôliers des 2 pilotes, mais aussi des casques bleus otages. Toujours à l'étranger, un avion turc, un Fantôme, s'est abîmé en mer après avoir été intercepté par 2 F-16 grecs. C'est la version turque de l'incident. L'un des occupants au moins a pu s'éjecter. 4 ans après les faits, les parents d'un jeune appelé, M. Jocelyn Brégé, obtiennent une première satisfaction de la justice. Leur fils était mort d'une défaillance cardiaque 8 jours après son incorporation, alors qu'il faisait des pompes. Le médecin militaire qui l'avait jugé bon pour le service, malgré son dossier médical, a été mis en examen. Jacques Deveau et Michel Hiver. 4 ans d'attente pour une simple mise en examen, et pourtant Marie-France et Roland Brégé ont le sentiment d'avoir gagné une première bataille. La mort de leur fils Jocelyn, une semaine après son incorporation, aurait pu être évitée. Mais le médecin militaire qui l'a examiné n'a pas jugé bon de le réformer, malgré un dossier médical inquiétant. Sur le dossier de mon fils, qui était important quand même, ça a été négligé. Ils n'ont certainement pas lu ce qui était marqué dessus. C'était pas un mensonge, c'était la réalité, ce qu'avait eu mon fils. Normalement, sa place n'était pas à l'armée. Incorporation abusive, punition peu réglementaire sous forme de pompe qui entraîne la mort de Jocelyn. Selon les parents, les erreurs et les fautes sont nombreuses dans ce dossier. Aujourd'hui, oui, c'est une satisfaction, c'est certain. Satisfaction d'autant plus grande qu'on n'attendait pas à ce que, on s'attendait pas du tout à ce que ce soit le principal responsable pour nous qui soit mis en examen aujourd'hui. Ça a été très dur, c'est très dur de se battre contre l'armée, mais faut pas avoir peur, faut se battre. Moi je dis qu'il faut continuer pour les autres, qui ça arrive, je voudrais que ça cesse quand même. Pourtant le chemin est encore long avant un éventuel procès. D'ici là, les parents refusent les indemnités proposées par l'armée, ils ont le sentiment qu'on leur achèterait leur silence.
L'enquête sur la secte du Temple solaire, les analyses se poursuivent à Grenoble. Le scénario retenu semble toujours être celui de 14 assassinats suivis d'un double suicide, mais une complicité extérieure n'est toujours pas exclue. Seul l'un des deux policiers seulement aurait joué le rôle d'exécuteur. En marge de cette enquête, on découvre à Nice que l'église de Scientologie vient de réaliser une campagne d'affichage avec pour slogan « Le jour où nous pourrons nous faire confiance les uns aux autres, la paix régnera sur terre ». Thierry Curté. L'affiche n'a pas choqué, jusqu'au massacre de la secte du Temple solaire. Pourtant, c'est la deuxième année de suite que l'église de Scientologie délivre son message de paix, à l'occasion de Noël. Une soixantaine de panneaux publicitaires répartis sur Nice et Saint-Laurent-du-Var. La secte américaine, bien connue des renseignements généraux et du fisc, a pignon sur rue, ici, en plein centre de Nice. Aujourd'hui, plusieurs voix s'élèvent pour demander l'interdiction de ce type d'affichage. Je pense qu'il faut aborder le problème des sectes de manière très pragmatique et commencer là où on peut éventuellement exercer un contrôle. Et ce type d'affichage, à mon avis, ne devrait pas avoir lieu sans au moins un contrôle préalable des gens qui affichent. Mais l'affiche assure la promotion de l'ouvrage du fondateur de l'église de Scientologie. Il délivre des messages de paix, assure l'association spirituelle. Et le livre est en vente libre, ajoutent les publicitaires. Nous n'avons donc pas à nous ériger en censeurs. La campagne a pu rapporter à l'afficheur jusqu'à 80 000 francs. Du côté de la mairie, on précise qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, il n'y a donc rien à dire. Cette même campagne est bientôt prévue à Paris. Et à propos de la disparition de la jeune Céline en Angleterre, le SRPJ de Dijon vient de réaliser un nouveau portrait robot du principal suspect. Elle l'a fait sur la base du témoignage du dernier routier à l'avoir pris dans son camion. C'est peut-être la nouvelle affaire d'espionnage industriel en Russie, une affaire extrêmement grave puisqu'elle touche à l'un des secrets les mieux gardés des États-Unis, les poupées Barbie. Les Russes viennent de sortir leur propre version, Véronica. Elle ressemble à l'original, comme le Tupolev ressemblait au Concorde. Elle vole moins bien, mais elle coûte 6 fois moins cher. Dominique Derda. Ça ne pouvait plus durer. Depuis l'effondrement du rideau de fer, l'Amérique conquérante déversait sur le marché russe par dizaines de milliers ces petites poupées aux allures de top modèle californien. La population déjà conditionnée par Dallas et Dynasty se les arrachait. Il fallait réagir, et vite. Krugazor envoya donc l'un de ses meilleurs agents en territoire ennemi. Mission, rapporter au plus vite l'une de ses Barbie Made in USA au siège de l'organisation. Pendant des mois, quelque part dans Moscou, les plus grands spécialistes russes ont tenté de percer le mystère de cet incroyable et inadmissible succès commercial. Les fins limiers de Krugazor n'en étaient pas à leur coup d'essai. Déjà il y a 15 ans, ils avaient réussi à se procurer les secrets de fabrication d'un jouet scandinave vendu dans tout le monde capitaliste, le fameux Lego. Depuis, Krugazor en produit à la chaîne, au rythme d'un toutes les 3 minutes fini à la main parce que les machines, il faut bien l'avouer, ne sont toujours pas très au point. La Barbie russe s'appellera Véronica. Après quelques difficultés de mise au point, la machine est lancée. En période de fête, Krugazor en produit jusqu'à 10 000 par mois. Des brunes, des rousses, des blondes, il y en a pour tous les goûts. Certes, leur bronzage est parfois inégal, qu'importe, une fois habillés, on n'y verra plus rien. Pour ne pas être accusé de contrefaçon, Krugazor n'a eu qu'à modifier quelques détails. Barbie mesure 29 cm, Véronica 32, le tour est joué. Les 1100 employés de l'usine ne sont pas peu fiers du résultat. Les Barbies ont évidemment des vêtements de meilleure qualité et puis les emballages sont plus jolis. Mais à part ça, à mon avis, les nôtres sont plus solides. Les stylistes russes tentent actuellement d'améliorer plus encore notre poupée nationale. Aussi, je crois que le combat sera rude. Mais de cette concurrence, nous espérons sortir vainqueurs. L'arme numéro 1 de Krugazor, c'est avant tout le prix. Véronica ne coûte que 10 francs, 6 fois moins que Barbie. Alors tant pis si elle a les genoux qui craquent. Pourtant, au magasin de l'usine, on reste vigilant. La rumeur prétend déjà que des concurrents chinois s'apprêteraient à leur tour à infiltrer le marché. La main-d'œuvre là-bas est encore moins chère qu'en Russie. Une fois n'est pas coutume, ce sont les Alpes du Sud qui sont enneigées. Quant au nord, la neige est plutôt rare. Le record pour l'instant est détenu par Isola 2000 dans les Alpes-Maritimes. Sandra Smith et Virgile Lado. Isola 2000 n'avait pas passé les fêtes de fin d'année en blanc depuis 15 ans. Sous les spatules, un domaine skiable ouvert à 90%. La station affiche 1,15 m en haut des pistes, 70 cm en bas. Pour une fois, la neige est venue directement du golfe de Gênes,
sans passer par la case départ des Alpes du Nord. Dans la région, ça se passe pas trop mal. Les Alpes du Sud, c'est plus enneigé. Moi, ça se passe bien. Impeccable. La neige est super. La station est bonne. Première fois qu'on vient, la saison, on ouvre, impeccable. Il y a des années avec, des années sans. Voilà, là c'est une année avec quand même. Une année avec une sous-couche de neige très froide qui devrait tenir toute la saison, du béton pour le tourisme. La station écoule environ 4000 forfaits par jour. 60% de la clientèle vient de la région, mais la neige a drainé de nouveaux visiteurs. Certains ont annulé leur séjour dans les Alpes du Nord pour passer le réveillon avec vue sur la neige. Pour tout ce qui est jour de l'an, là la station sera complète, puisque à la fois par l'apport de clientèle internationale, l'apport de la clientèle qui était prévu pour aller dans les Alpes du Nord, qui va se dérouter sur Isola 2000, donc pour le jour de l'an, la station sera complète. Et pour cette glisse, certains sont venus de loin. C'est mieux ici, mais c'est la chance, n'est-ce pas? Nous choisissons de venir ici, et c'est notre bonheur. Un bonheur thaïlandais dans un style décontracté, pendant que les surfeurs jouent avec les bosses, une autre version zen du plaisir de la glisse. Je vous en parlais au début de ce journal, ce sont les 100 ans du cinéma. Il y a 100 ans jour pour jour, les Frères Lumière procédaient à la première projection publique du cinématographe. Ça se passait dans le salon indien du Grand Café, boulevard des Italiens à Paris. L'entrée était alors à 1 franc, ce qui était quand même élevé. 33 spectateurs découvraient effarés l'entrée du train en gare de la Ciotat et bien sûr la fameuse sortie des employés des usines Lumière. Comme on dit, ça se passe de commentaires. Très vite, les opérateurs des Frères Lumière partiront à travers le monde pour filmer les célébrités. C'est dans cet esprit que Gérard Dalmaz et les reporters caméramans de France 2 ont travaillé. Témoigner des faits et gestes du monde, l'une des missions des 100 cinématographistes Lumière, premier reporter d'images autour de la planète. Le président Loubet à Lyon, hommage à un prédécesseur, Sadi Carnot. Un siècle plus tard, nos reporters de télévision font la même chose, dont l'actualité à l'Élysée. En vidéo, c'est presque facile, même par mauvais éclairage. Mais avec une ancêtre lumière sortie de sa couverture de rescapé, l'affaire se complique. Surtout en respectant les contraintes d'origine. Boîte magique fixée, pas de viseur, mise au point avant le tournage. Fais-moi le mouvement une fois. Plan séquence de 50 secondes à 18-20 images secondes, d'où l'effet Charlot, par manivelle à la cadence 10 tons de Sambre et Meuse, chantée par l'opérateur. Il faut réussir du premier coup. Pas question de demander à nos deux acteurs de rejouer la scène, même pour les 100 bougies de la lumière. Les dieux du cinéma semblent avec nous, reste le suspense du développement de la pellicule, la perforation ronde, l'affaire de Philippe Toulet, hautement qualifié pour ce travail délicat dans des bacs de vendangeurs. Et maintenant, l'émotion partagée sur grand écran. La projection avec le même cinématographe, voici enfin nos deux stars. De Sambre et Meuse, marchait toujours au cri de liberté, cherchant la route glorieuse qui l'a conduit à l'immortalité. Voilà, et le troisième personnage, la troisième star, était un huissier de l'Élysée. Toute la semaine, nous vous avons diffusé une série de petits films de 53 secondes faits par de très grands réalisateurs. Ils ont accepté le risque d'utiliser la caméra des Frères Lumière. L'ensemble de ces films est diffusé en ce moment et pendant 3 jours sur l'esplanade du Trocadéro sur un écran géant. Pascal Deschamps et Claude Barnier.
Une projection en plein air au pied de la Tour Eiffel de films signés Lumière. Louis et Auguste en avaient rêvé, mais en vain. Il leur aura fallu attendre 100 ans pour que la technique rende ce rêve-là possible. Avec un écran gonflable, bibendum géant de 30 mètres de long, livré au regard des passants, on est loin du drap tendu dans le salon indien du Grand Café, devant lequel s'extasièrent les 33 premiers spectateurs payants de l'histoire du cinéma. Mais comme pour unir symboliquement ces deux publics à 100 ans de distance, c'est par les 10 films projetés le 28 décembre 1895 que commence l'anniversaire. Je sors du travail, donc je me suis arrêté là, ça me paraît très sympa. Très émouvant de voir des images qui remontent à un siècle. On se dit que tous ces gens qui revivent grâce à la magie du cinéma, c'est vraiment très émouvant. Franchement, c'est émouvant parce qu'en plus, c'est 100 ans du cinéma, premier siècle. En plus, c'est optimiste parce que premier siècle, il y en aura plusieurs. Et puis, bien avant le développement du tourisme, les frères Lumière voulurent montrer le monde au monde. Des dizaines de leurs caméras projecteurs sillonnèrent alors la planète, des rives du Bosphore à Istanbul, qui s'appelait alors Constantinople, au transport de la cloche de l'indépendance au Mexique. C'est un opérateur envoyé par les frères Lumière, Marius Sestier, qui a été le premier à projeter des films en Australie. C'était à l'Opéra de Melbourne en août 1896. Pour entrer dans le deuxième siècle, les héritiers de ces opérateurs, restés pour la plupart anonymes, 40 cinéastes d'aujourd'hui, ont réalisé avec la même caméra, en 52 secondes, quelques instants de cinéma. Ce cinéma auquel certains ne prédisaient, en 1895, aucun avenir. Et ce soir à 20h50, France 2 diffuse Les Enfants de Lumière de Jacques Perrin, une grande fresque qui retrace l'histoire du cinéma, ses moments de rire, d'émotion, à travers les plus grands films et les plus belles répliques du 7e art. Voilà, là voilà. Tu l'as vu? Tu l'as vu retourner? La pomponnette? Des mots de Pagnol, de Michel Audiard. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. 10 couples chez toi, c'est une réception. Chez moi, c'est une partouze. Et le lendemain, si nous avons des boutons, toi, c'est le homard, moi, c'est la vérole. T'as de beaux yeux, tu sais. Maud Prévert. Embrasse-moi. De Janson. Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que c'est une gueule d'atmosphère? Ou de Godard. Qu'est-ce que c'est pas quoi faire. Alors avec nous en duplex de Lyon, Jean-Claude Brialy. Jean-Claude Brialy, bonsoir. Vous jouez au Théâtre des Célestins, la pièce de Françoise Dorin, Monsieur de Saint-Futil. Vous y serez jusqu'au 1er janvier. Mais on a souhaité vous avoir ce soir plus pour parler cinéma. Vous en doutez que théâtre. S'il fallait retenir comme ça une réplique au cinéma, ça serait quoi? Oh, c'est « je t'aime » ou « je vous aime ». C'était absolument extravagant d'être dans un théâtre à Lyon où sont nés les frères Lumière et de parler de cinéma. Enfin, 100 ans, c'est magnifique. Moi, j'ai une pensée ce soir pour Marcel Carné et Jacques Prévert, parce que c'est à cause d'eux, avec les Enfants du Paradis, que j'ai voulu faire du cinéma et du théâtre. Quand le cinéma est né, le cinéma muet, tout le monde pensait qu'il allait tuer le théâtre. Et quand le cinéma parlant est arrivé en 1930, ou un petit peu plus avant, les auteurs comme Sacha Guitry ou Pagnol étaient inquiets. Et puis le cinéma est le deuxième du monde, le cinéma français. Alors je souhaite au cinéma français d'être le premier dans le second siècle. Alors, il y a toujours des bons succès du cinéma français, même encore aujourd'hui. Mais vous, comme comédien au cinéma, s'il y avait vraiment un souvenir, vous parliez de Jean Carmé tout à l'heure, qu'est-ce que vous retenez de ce début de carrière qui est la vôtre? Eh bien, vous savez, c'est Chabrol, c'est Le Beau Serge ou Les Cousins, c'est Godard, c'est Truffaut, c'est Romer, c'est la Nouvelle Vague. Mais aujourd'hui, il y a Éric Rochant, il y a Luc Besson, il y a Martin Nigolson, enfin il y a beaucoup de jeunes réalisateurs, et puis des grands réalisateurs comme Téchiné ou comme Tavernier ou comme Blier. Donc le cinéma n'est pas mort, ou Sauté, ou Châtilliez qui fait un grand succès, ou Les Inconnus qui font rire. Alors j'espère que le cinéma, les spectateurs, l'année prochaine vont doubler et ne resteront pas trop feutrés devant leur télévision, même si la télévision repasse des films anciens ou redonne le goût du cinéma. Alors vous qui connaissez les deux, la scène et le cinéma, ce qui manque souvent, ce qui manque aux comédiens qui jouent un film, c'est le contact direct avec le public. Est-ce que vous allez de temps en temps dans les salles pour voir un peu comment réagissent les gens?
Oui, vous savez, quand c'est un film drôle, si vous voyez le film des Inconnus, les trois frères, dans une salle pleine, puisqu'il marche très bien, les gens rient et même applaudissent à la fin, ou même dans un film émouvant. Moi, j'ai vu le film de Claude Sautet, les gens étaient là à la fois avec un sourire, et puis ils avaient envie de dire merci à Michel Serrault et à Emmanuel Béard. Alors, je pense que le public, ce qui est magnifique surtout, c'est ce qui m'avait le plus frappé quand j'étais jeune, c'est d'aller au Brésil, ou d'aller au Mexique, ou d'aller en Australie, ou d'aller au Japon, ou en Afrique, et que les films français étaient projetés là-bas, et qu'on m'appelait par mon prénom quand j'avais 23, 24 ans, et ça me bouleversait, parce que je me disais, au fond, ils ne me connaissent pas, ils me connaissent mieux que mes voisins qui habitent plus près de chez moi. C'est peut-être indiscret, mais votre pire souvenir au cinéma, à vous, c'est quoi? Mon pire souvenir au cinéma, je crois, c'est d'avoir tenu dans mes bras une actrice très très mauvaise. Ça m'est arrivé une fois, et j'étais très embêté parce que je ne savais pas quoi faire. Et elle était pourtant jolie, mais elle était très primaire. Enfin, elle avait un côté... Alors elle a fait une grande carrière par la suite? Non, sinon je n'en parlerai pas. Non, c'est une erreur du metteur en scène, mais je crois qu'elle était la petite amie du producteur. Ceci explique cela, mais je crois qu'elle a fait 2 films. Alors il faut donc ça existe au cinéma alors? Non, ça existait il y a 30 ans, hein, tout ça. Maintenant ça n'existe plus. Il y a des grandes actrices, des grands acteurs jeunes, très jeunes, et ils n'ont pas besoin de coucher pour réussir. Bon, merci beaucoup à vous, Jean-Claude Brialy, d'avoir accepté de participer au journal. Beaucoup de santé et d'argent pour le prochain siècle du cinéma. Merci. Merci encore à vous. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo d'Isabelle Martinet, puis le point route de Valérie Maurice. Vers 0h30, le dernier journal de Patrice Romden. Demain, dans les 4 vérités, à 7h50, Gérard Leclerc recevra Héloïse Mozzani pour son livre, le livre des superstitions. Je vous retrouve à 13h précise et Bruno Mazur à 20h très précise sur France 2. Bonne soirée.